Pourquoi dépister la dysfonction érectile? Il s'agit d'un symptôme fréquent dont la prévalence varie entre 5 et 30% dans une population âgée de 40 à 69 ans. Ce symptôme est responsable d'un retentissement sur la qualité de vie et ne fait pourtant l'objet que de peu de consultations. La raison pour laquelle les patients ne consultent pas pour la dysfonction érectile est que ce problème leur paraît trop embarrassant, comme certaines études ont déjà pu le montrer. Néanmoins, il y a un véritable intérêt à dépister la dysfonction érectile, car il s'agit d'améliorer la qualité de vie du patient, mais également d'être à l'origine du dépistage de différentes pathologies organiques pouvant entraîner cette dysfonction érectile. Il s'agira donc de dépister le symptôme, d'en traiter les conséquences et également de traiter une éventuelle atteinte organique. L'érection est un phénomène vasculaire qui est médié par une conduction nerveuse. Cette conduction émane du cortex cérébral et longe la moelle épinière pour arriver jusqu'aux nerfs caverneux. Ces nerfs caverneux innervent chacun les deux corps caverneux, provoquant lors de la stimulation sexuelle une vasodilatation. Le neurotransmetteur impliqué dans cette transmission est un neurotransmetteur gazeux qui est le monoxyde d'azote. Ce phénomène vasculaire nécessite par ailleurs une bonne imprégnation androgénique. Comment dépister une dysfonction érectile? Le diagnostic est bien sûr très simple, il suffit de poser la question au patient de la qualité de ses érections et de la qualité de ses rapports sexuels. Le simple examen clinique permet, après avoir dépisté la dysfonction érectile, de faire le bilan étiologique. Le bilan étiologique va nécessiter un interrogatoire rigoureux sur les antécédents médico-chirurgicaux et les traitements suivis par le patient, et un examen clinique complet associant un examen neurologique, vasculaire, urologique et endocrinien. Cet examen clinique peut être intégré dans une consultation de médecine générale standard et ne nécessite pas de connaissances urologiques ou sexologiques particulières. En conséquence, le diagnostic, une fois posé, le bilan étiologique est relativement rapidement fait lors de la même consultation. Le diagnostic de la dysfonction érectile ne nécessite donc pas un avis spécialisé et ne rendra pas la consultation plus longue. En revanche, ce diagnostic peut déboucher sur le diagnostic d'une pathologie organique jusque-là inconnue qui aura eu pour conséquence la dysfonction érectile. Ce diagnostic est donc intéressant pour le patient dans l'objectif d'améliorer sa qualité de vie, mais également de dépister une éventuelle maladie organique passée inaperçue. Quels examens complémentaires lorsque la dysfonction érectile a été diagnostiquée? Ces examens sont relativement simples. Il n'y a aucun examen spécifique à la dysfonction érectile à envisager, et notamment aucun examen d'imagerie. Les examens, en fait, se limitent à un bilan biologique relativement simple, associant une glycémie à jeun, une numération formule sanguine, un ionogramme avec une créatinine, un bilan hépatique. Si le patient présente par ailleurs des signes de déficit en androgène, la testostéronémie totale et biodisponible sera demandée. Pensez bien, devant une telle situation, à demander également le PSA total au patient. Il faudra bien sûr l'en informer, lui expliquer qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'un dépistage de cancer de prostate sauvage, mais bien d'éventuellement prendre les précautions si une supplémentation en testostérone était nécessaire. En effet, le cas échéant, la testostérone ne pourrait pas être prescrite sans avoir pris la précaution de s'assurer de l'absence de cancer de prostate. Les examens complémentaires se limitent donc à un bilan biologique standard. Si celui-ci a déjà été fait au cours des 12 derniers mois, il ne sera pas répété. Une fois le diagnostic posé, le traitement va donc pouvoir être mis en place. Le traitement du symptôme de la dysfonction érectile et le traitement de l'éventuelle cause organique mise en évidence lors de l'examen clinique et de l'interrogatoire. Le traitement du symptôme est dans un premier temps médicamenteux et est mis en place au cabinet du médecin traitant et ne nécessite en général pas l'avis d'un médecin spécialiste. Ces médicaments sont au nombre de 3. Ils appartiennent tous à la même famille des inhibiteurs de la phosphodiestérase 5. Ils sont désormais bien connus des médecins généralistes, mais également du grand public.
Leur utilisation est très simple et relativement peu contraignante. Le principe de ces traitements est de faciliter l'érection en apportant un surplus de sang artériel par une vasodilatation au niveau des corps caverneux. Il nécessite donc pour fonctionner un bon apport nerveux ainsi qu'une bonne imprégnation androgénique. Le suivi de ces traitements nécessite dans un premier temps de s'assurer de l'absence de contre-indication et notamment de l'absence de coprescription de dérivés nitrés. En cas d'échec de ces traitements de première ligne, plusieurs options sont disponibles. Dans un premier temps, la mise en place d'un traitement par auto-injection intracaverneuse de prostaglandine, qui est un autre vasodilatateur, mais qui cette fois-ci ne nécessite pas l'innervation des corps caverneux, puisque le produit est directement injecté par le patient au sein du tissu caverneux. L'autre option est une pompe à vide, que l'on appelle aussi vacuum, qui déclenche une érection passive de sang veineux, qui est ensuite maintenu dans la verge grâce à un anneau placé à la racine de celle-ci. Enfin, lorsque la dysfonction érectile est rebelle au traitement médicamenteux, ou que ces traitements sont contre-indiqués ou encore mal supportés, la troisième ligne de traitement nécessite la mise en place chirurgicalement d'un implant pénien. En conclusion, que retenir de la dysfonction érectile? Il s'agit d'un symptôme fréquent dont la conséquence est une baisse de la qualité de vie du patient et de son couple. Par ailleurs, ce symptôme peut être l'occasion de dépister une pathologie organique. La dysfonction érectile ne nécessite pas la réalisation d'examens complémentaires compliqués. Un simple bilan pratiqué au cabinet du médecin généraliste suffit. La mise en place du traitement ne nécessite encore une fois pas l'aide d'un spécialiste et les traitements de première ligne ne sont pas compliqués à mettre en route ou à expliquer aux patients. En cas d'échec, l'avis d'un urologue ou d'un andrologue est recommandé avant la mise en place de ces traitements de deuxième ou de troisième ligne.